Notre invité ce matin fait partie du gratin du football français, mais il est bien sénégalais. Il est le premier président de club noir en Europe. Pape Diouf, bonjour. Bonjour. D'abord, on démarre par cette triste nouvelle pour le football sénégalais, j'allais dire le football mondial, la perte de Bruno Metsu, qui était entraîneur des Lions en 2002. Vous l'avez connu, Metsu, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce monsieur? Écoutez, effectivement, le décès de Bruno Metsu m'a abasourdi, dans la mesure où c'était d'abord un ami. C'est quelqu'un aussi que j'avais contribué à amener au Sénégal et à qui j'ai fait signer le contrat avec le président Malick Sy. C'est quelqu'un avec qui j'ai entretenu des relations très amicales, même quand il s'est rendu au Moyen-Orient. Oui, je l'ai bien connu. Je l'ai bien connu. C'est vrai qu'il a failli signer à l'Olympique de Marseille à un moment donné? Oui, c'est vrai qu'une année, je l'avais rencontré à Rome avec mon directeur sportif et mon secrétaire général pour le faire signer à l'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai que les conditions qui étaient les siennes déjà au Moyen-Orient étaient tellement élevées que je n'ai pas pu m'aligner à ça. Donc je n'ai pas pu le prendre. Évidemment que j'aurais pris un technicien de très grande qualité, puisque souvent, et à tort, on a pensé que Bruno Metsu comptait parmi les entraîneurs folkloriques, ce qu'il n'était absolument pas. Quand on le connaît bien, on sait que c'était un homme qui était très rigoureux dans son travail, quelqu'un qui avait la vraie compétence, le sens du métier qui était le sien. Et ce n'est pas par hasard s'il a conduit le Sénégal à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi en quart de finale de la Coupe du Monde. Ce n'est pas par hasard non plus si au Moyen-Orient, il a été un des rares entraîneurs occidentaux à n'avoir quasiment jamais été congédié, parce que là où il est passé, à chaque fois, il a obtenu des résultats et des résultats très probants. Bien sûr. Pape Diouf, votre actualité récente, c'est aussi une décoration de la Légion d'honneur par le président de la République française, François Hollande, jeudi dernier. C'est une belle reconnaissance pour vous, Pape Diouf? Oui, c'est la reconnaissance, je pense, d'un parcours, davantage qu'une récompense à titre personnel. Je dois simplement ici rappeler que ce n'est pas cette année que j'ai eu cette Légion d'honneur, mais déjà c'était l'été dernier, pas l'été qui vient de s'écouler, c'est l'été dernier, et ce n'est que là, effectivement, que la remise a été faite. Je m'en réjouis, oui, je m'en réjouis. Très bien. Avec vous, Pape Diouf, pour débriefer ce match Côte d'Ivoire-Sénégal. Avant de parler de vous, je rappelle que vous avez sorti un livre en mars dernier, une autobiographie parue chez Grasset, une prestigieuse maison d'édition française. On va en revenir. Vous avez vu le match Côte d'Ivoire-Sénégal. Comment analysez-vous cette rencontre avec ces résultats défavorables pour le Sénégal? Il est évident que le résultat est défavorable dans la mesure où les Ivoiriens, qui étaient déjà les favoris de cette double confrontation, comptent aujourd'hui 2 buts d'avance. Il sera très difficile à l'équipe du Sénégal de remonter ses 2 buts, puis de se qualifier. Je pense que c'est un match que le Sénégal a raté dans ses débuts, puisque on a vu cette équipe sénégalaise s'embourber d'entrée, je dirais, dans ce stade Boigné, encaisser 2 buts qui étaient tout à fait évitables, me semble-t-il. Aussi bien le penalty que le but contre son camp. À partir de ce moment-là, la tâche était devenue très aisée pour les Ivoiriens qui n'en demandaient pas tant et qui ont su, je dirais, prospérer sur cette double absence de la défense sénégalaise pour mener au score et conduire l'affaire à leur main. Donc oui, c'est un match, je pense, qui s'est déroulé un tout petit peu contrairement à ce que pouvait penser ou espérer le sélectionneur sénégalais Giresse, lequel était parti sans doute avec l'idée d'abord de tenir le plus longtemps possible face à l'équipe ivoirienne, mais les plans ont été déjoués. Si on parle maintenant des joueurs Pape Diouf, n'y avait-il pas un peu trop de respect pour les Ivoiriens? Ils étaient un peu trop gentils, je trouve, les Lions. Je pense que moins que de respect, ce qu'il faut surtout retenir, ce sont les faiblesses individuelles, je dirais, qui ont apparu, des erreurs défensives assez étonnantes à ce niveau de la compétition. C'est davantage ça que d'un respect, je dirais, qui aurait valu les désagréments. Non, pour ma part, je pense simplement que le Sénégal a très très mal débuté cette partie-là. Là où il aurait fallu beaucoup de concentration, ils sont rentrés, me semble-t-il, assez fébriles, assez peu concentrés sur leur sujet.
et face à des attaquants de la dimension d'un Drogba ou d'un Gervinho, cela ne pardonne pas. Je crois que c'est plus à ce niveau-là que le Sénégal a péché que, je dirais, de l'étalement d'un respect qui n'avait de toute façon pas lieu d'être. Et là, le match retour se jouera à Casablanca. Et là, il va falloir sortir jouer, ce qui nous a fait défaut sur ce match aller, puisque l'équipe du Sénégal n'a jamais existé, en fait. Il est évident que le but de Papi Cissé inscrit à la dernière minute du match permet d'entretenir l'espoir. Heureusement d'ailleurs qu'il est arrivé, qu'il est advenu pour nous laisser une petite place, je dirais, à cet espoir que j'évoque. Maintenant, il est évident que ce match eût été peut-être un peu moins difficile s'il s'était déroulé sur notre stade à Dakar. Malheureusement, on sait qu'il n'en sera pas ainsi et que le match se disputera à Casablanca, où il sera très difficile à l'équipe du Sénégal de bénéficier, je dirais, de ce type d'ambiance capable parfois de permettre à une équipe de renverser les montagnes. Alors, ça va être un match difficile, plutôt sur terrain neutre, puisque c'est ainsi qu'il faut regarder les choses. Et avec leurs 2 buts d'avance, je vois difficilement les Ivoiriens se laisser marcher sur les pieds et prendre 3 buts sans en rendre un seul. Donc, a priori, je crois que nos chances étaient déjà assez minces avant cette double confrontation. Aujourd'hui, elles sont pratiquement inexistantes. Mais on sait aussi que rien ne ressemble moins à un match de football qu'un autre match de football. Et qu'en l'occurrence, cette petite chance qui reste devra en tout cas être jouée à fond par les Lions sénégalais qui savent aussi qu'ils n'ont plus absolument rien à perdre, sinon à décrocher la lune. Pape Diouf, est-ce qu'au finalement on se voit pas un peu trop beau? Parce que, allez, on pense que le Sénégal peut encore se qualifier, mais est-ce qu'on ne doit pas se rendre compte qu'on a aujourd'hui une équipe faible qui est tout simplement à sa place? Je ne pense pas qu'au Sénégal on se soit vu trop beau, surtout après ce match aller. Peut-être qu'avant le match d'il y a quelques jours, on pouvait, oui, sous-peser nos chances et penser que obtenir la qualification était une chose possible. Aujourd'hui, évidemment, ce serait quand même présomptueux de penser que le Sénégal peut se qualifier et aller en été prochain à Rio, au Brésil. Ce qui est vrai, mais cela ne date pas d'aujourd'hui, j'ai eu déjà l'occasion de le dire dans la presse sénégalaise, c'est qu'aujourd'hui le Sénégal n'a plus ces grands joueurs dont il a pu bénéficier il y a quelques années. Souvenons-nous des années 2000, 2002, il y avait encore des garçons comme Diouf, des garçons comme Fadiga, qui étaient véritablement de très grands joueurs. Aujourd'hui, nous n'avons pas de grands joueurs, mais nous avons de très bons joueurs. Là où la Côte d'Ivoire, elle, a effectivement de grands joueurs. On peut en compter au minimum 3, avec Drogba, avec Gervinho, avec Yaya. Ce sont là des joueurs qui nous manquent, qui nous font défaut, et qui, dans une équipe, sont capables, quand les circonstances sont contraires, à trouver la solution, à trouver la faille et à permettre à leurs équipes de gagner. Donc, je ne pense pas qu'on se soit vu trop beau. L'équipe du Sénégal est assez jeune, c'est vrai, dans certaines de ses composantes. Elle progresse, elle essaie d'aller de l'avant, mais ce n'est pas une équipe qui compte en son sein, je dirais, ces grands joueurs capables à tout moment de régler les problèmes. Justement, c'est ce manque de leader. Est-ce que c'est pas ça qui nous a fait défaut lors de cette confrontation? Évidemment que si on avait ces joueurs leaders, ces joueurs qui, sur le plan international, en imposeraient, oui, les choses se seraient sans doute passées différemment, mais nous n'en sommes pas là. Aujourd'hui, je le redis, le Sénégal compte sur un effectif de joueurs de bonne qualité, mais il est difficile au sein de cet effectif-là, je dirais, de compter des joueurs d'envergure internationale véritablement, des joueurs qui peuvent revendiquer le même statut que les Drogba et autres Ivoiriens dont j'ai cité le nom. Alors oui, je pense que ce match-là, il fallait vraiment s'illusionner, enfin dans cette confrontation-là, il fallait s'illusionner pour penser que le Sénégal était en mesure d'éliminer la Côte d'Ivoire facilement. Les dés ne sont pas encore définitivement jetés, puisque une fois encore, on sait qu'il y a un match retour et que ce match n'a pas encore livré son verdict, mais d'entrée, dès le tirage entériné, on savait que pour le Sénégal se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, cela relevait des 12 travaux d'Hercule. Pape Diouf, avec ce but de l'espoir de Papis Demba Cissé, vous pensez qu'on peut le faire, qu'on peut se qualifier? Le but de Papis Cissé, de toute façon,
a au moins ce mérite d'entretenir l'espoir. Il est quand même moins ardu, il est beaucoup plus, à mon sens, aisé de gagner par 2-0 que de gagner par 3-0. Bon, ou même plus, puisque pour se qualifier sans ce but-là, il nous aurait fallu marquer 4 buts, sans en prendre un seul. Aujourd'hui, la donne a changé. Avec ce but, on peut, avec deux buts, on peut tout à fait, en gagnant par 2-0, le Sénégal peut se qualifier. Mais ça va être très difficile, puisque je le redis, on va jouer sur terrain neutre. 2, penser que des gaillards de la trempe de Gervinho ou de Drogba vont s'en laisser compter et prendre des buts sans chercher à en rendre, cela me paraît quand même assez compliqué à envisager. Mais on ne sait jamais. Dans le football, on en a vu d'autres. On a vu parfois des surprises assez étonnantes. Mais espérons qu'une fois de plus, le football déjoue tous les pronostics et peut-être permet aux Sénégalais, en tout cas, d'obtenir ce qui apparaîtrait comme sans doute le miracle de la décennie. Pape Diouf, je ne vais pas vous demander de juger le travail d'Alain Giresse, mais si on peut parler un tout petit peu tactiquement, est-ce que ce que vous avez vu lors de ce match aller vous a plu tactiquement? Vous savez, moi, je suis de ceux qui ne se jettent pas forcément sur le travail de l'entraîneur pour le dénigrer, pour dire que tous les mots viennent justement de ses choix, qu'ils soient des choix d'ordre individuel ou des choix d'ordre tactique. Vous savez, il n'y a pas, me semble-t-il, aujourd'hui, un seul Sénégalais plus désireux qu'Alain Giresse d'obtenir la qualification. Lui-même, tout ce qu'il fait, toute la tâche qu'il mène, c'est pour gagner, c'est pour obtenir le meilleur résultat possible. Après, c'est vrai qu'une défaite peut toujours s'expliquer par des raisons tactiques. Mais en vérité, il est très compliqué, je dirais, à ceux qui se présentent comme des pédagogues du football, de nous dire en quoi, justement, les carences tactiques ont été décelées. On dira toujours que le milieu a été bouffé par le milieu adverse, on dira toujours que il fallait peut-être jouer plus devant et moins derrière. Ce sont ça, me semble-t-il, toujours des commentaires qui ne reposent pas sur du très sérieux. Ce qui est vrai, c'est d'abord que dans cette affaire Côte d'Ivoire-Sénégal, avant de retenir des considérations technico-tactiques, tactiques en tout cas plus généralement, il faut simplement admettre la supériorité de l'adversaire, la supériorité individuelle qui s'est prolongée sur une supériorité collective. Voilà la réalité. Ensuite, les choix de l'entraîneur, oui, ils peuvent être plus ou moins discutés, mais revenir sur ces choix-là pour expliquer l'échec dans sa globalité, cela me paraît être très facile et cela me paraît ne pas être très objectif. Vous pensez que Alain Giresse restera, quoi qu'il arrive, l'homme de la situation au Sénégal, même si on est éliminé? Alors écoutez, je ne suis pas du tout le président de la fédération, je ne suis pas non plus dans le sein des saints ni dans le secret des dieux. Moi, en ce qui me concerne, je ne peux pas du tout penser ou dire aujourd'hui qu'Alain Giresse doit rester ou pas. Je n'ai pas tous les éléments d'une telle réflexion, je ne vis pas au pays pour pouvoir m'avancer sur ce plan-là. Lorsqu'il m'avait été demandé à l'époque est-ce qu'Alain Giresse était un homme susceptible de conduire le football sénégalais, j'avais pensé qu'il pouvait l'être, de par l'expérience qu'il avait acquise déjà sur les terrains africains, puisqu'il a entraîné et le Gabon et le Mali, de par la carrière internationale aussi qui a été la sienne, oui, il pouvait être l'homme idoine. D'autant qu'Alain ne me paraît pas être un garçon sur le plan financier qui est, allez, pour le dire rapidement, qui est très cher. Donc, toutes les conditions me paraissent réunies. Ensuite, j'ai eu aussi à dire qu'il ne validera ce choix-là que par ses résultats. Après, il revient maintenant aux fédéraux, en tête desquels le président Senghor, de savoir si aujourd'hui Alain Giresse est l'homme qu'il faut ou pas, en cas de réussite ou pas. Très bien. Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, est notre invité ce matin dans RFM Week-end. Pape, vous avez fait votre autobiographie, un livre intitulé « C'est bien plus qu'un jeu », même si vous avez fait une conférence de presse, je crois, en mai dernier. C'est important d'en reparler. Pourquoi ce besoin de raconter votre parcours? Qu'est-ce qu'il a de particulier, Pape Diouf? Quand vous me demandez quel besoin, je n'ai pas eu de besoin particulier, moi, à raconter mon parcours. C'est simplement la maison d'édition, la maison Grasset, qui a souhaité que je puisse coucher sur un papier le parcours qui a été le mien. Oui. Je ne trouvais pas un intérêt particulier, pour reprendre votre objectif, de compter tout cela, mais ce sont
je dirais, les dirigeants de cette maison, prestigieuse comme vous l'avez dit, puisque avec Gallimard, c'est sans doute là une des maisons les plus prestigieuses en maison d'édition. Bien sûr. Et cette maison qui a souhaité simplement que je puisse faire une autobiographie où je parlerai de mon parcours, où je parlerai de ce que j'ai pu faire depuis mon départ du Sénégal il y a maintenant plusieurs années. Je l'ai fait, mais j'avoue que j'ai dû réfléchir avant moi-même de me lancer dans une telle opération. Mais vous-même, vous êtes l'auteur de ce parcours. Qu'est-ce qu'il a de particulier, encore une fois? Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel pour que les gens puissent en apprendre quelque chose, peut-être? Écoutez, moi, personnellement, je pense qu'il est très compliqué de parler de soi-même. On en dit trop, bien sûr. Pas assez. Le parcours qui a été le mien, il a été compté, il a été dit, il a été redit, que ce soit dans la presse écrite, que ce soit ici ou là, pour que moi-même je ne me mette pas, je dirais, à en parler. Je n'ai absolument rien de particulier, je ne suis pas exceptionnel, j'ai simplement mené le parcours que je devais mener, aidé par les circonstances par moment. J'ai dû batailler ferme pour faire ce que j'avais à faire, mais je n'ai pas du tout, je dirais, la prétention de parler d'un parcours qui serait particulier, d'un parcours qui serait, je dirais, exceptionnel. Dans ce livre, Pape Diouf, vous parlez beaucoup de l'Olympique de Marseille, mais pas seulement en Afrique, au Sénégal par exemple particulièrement. Il y a beaucoup de supporters de l'OM. C'est important pour vous aujourd'hui qu'ils sachent que quand vous allez au Vélodrome regarder un match, vous payez votre abonnement et votre parking. Il y a là pour vous un manque de reconnaissance. C'est indigne, vous dites. Je ne parlerai même pas de manque de reconnaissance. Moi, je ne suis jamais surpris par les gens, par leur comportement. Ah ouais. Ce qui m'amène à ne jamais être déçu. Je ne suis jamais déçu par le comportement des hommes. La nature humaine est ainsi faite que on ne peut pas, si on est raisonnable, si on réfléchit un tout petit peu, on ne peut pas s'étonner du comportement humain. Lorsque j'ai quitté le club, j'ai beau y avoir réussi, en tout cas la démarche qui a été la mienne, j'ai beau avoir laissé dans les caisses plus de 40 millions d'euros, alors que quand je suis arrivé, il y avait moins de 35 millions. Je n'attendais pas forcément que l'on me fit des cadeaux. Je n'attendais pas ça du tout. Comme j'ai été un supporter de l'OM, un supporter de la première heure, pour aller au stade, j'ai simplement préféré prendre des abonnements. Je n'attendais pas que les dirigeants me servent ces abonnements-là sur un plateau. C'est tout. Après maintenant, qu'au Sénégal ou ailleurs en Afrique, il y ait beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille, c'est vrai que c'est une chose qui a été vérifiée. Moi-même, j'ai pu vérifier ça dans les différents voyages que j'ai pu effectuer sur le continent, que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire. C'est vrai que où que j'aille, je suis toujours l'objet d'une véritable sympathie de la part du public, parfois même d'une véritable amitié, et cela n'est pas sans me toucher. Pape Diouf, qu'est-ce que ça a changé ou apporté dans votre vie d'homme, le fait d'avoir été président de l'OM durant 5 ans? Est-ce que vous en sortez la carapace un peu plus dure? Je ne peux pas dire ça. La seule chose que je peux dire, c'est qu'avoir été président de l'Olympique de Marseille est d'abord la preuve que la France, qui est malgré tout assez discriminante, a pu voir simplement à un poste important qu'un noir aussi pouvait tout à fait le remplir. Si j'ai réussi à convaincre les gens de cette réalité-là, je pense que mon passage n'aura pas été vain. Ce qu'il faut savoir et retenir, c'est que avant moi, il n'y a pas eu de noir président d'un club, ou simplement, je dirais, membre recensé d'une direction d'un club en Europe. Mon arrivée ne doit pas être considérée, ou en tout cas mon passage ne doit pas être considéré comme un événement exceptionnel, mais simplement comme un événement normal et naturel. Et je crois que si je suis arrivé à prouver que cette tâche-là pouvait demain aussi incomber à un autre noir, puisque les noirs en France, la plupart, c'est vrai qu'ils font un excellent travail qui n'est pas vu dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'enseignement. Ils sont très présents, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas les projecteurs braqués sur eux. Alors on parle moins de ce qu'ils font, mais à mon sens, il faut quand même se souvenir de ça. Nous vivons dans une société qui est assez discriminante, puisque au-delà du football, il est très difficile de voir des Noirs à la tête d'une société du CAC 40. Il est difficile de voir un Noir à la tête d'un ministère régalien. Il est difficile de voir un Noir à la tête d'un corps de l'armée important. Tout ça, ça montre que nous vivons dans une société très difficile, très compliquée, et que moi, en ce qui me concerne, les 5 années que j'ai passées à la tête de l'Olympique de Marseille n'ont pas été une 5 années qui me permettent de parler d'une quelconque gloriole ou d'une quelconque
d'un quelconque passage exceptionnel, mais simplement, je dirais, la preuve que si la France était moins discriminante, mais d'autres Noirs aussi émergeraient dans beaucoup d'activités, et notamment dans l'activité du football. Vous parlez de société discriminante, ce qui me permet, Pape Diouf, de vous poser la même question que j'ai posée à Boubacar Lokotsar il y a cela 2 semaines. Dans votre livre, justement, vous parlez de racisme dans le football. Vous êtes le premier président de club noir en Europe et vous dites dans le bouquin, les Arabes et les Noirs, on les met à côté après leur carrière. Quand on regarde, par exemple, aujourd'hui, le cas d'Omar Daf qui a été, disons 2 semaines entraîneur de Sochaux, est-ce qu'on peut dire que la donne commence à changer? Mais je crois que là, c'est une démarche un peu forcée par les événements aussi. Omar Daf a pu démontrer toutes les années pendant lesquelles il a été joueur à Sochaux que c'était un garçon sérieux, oui. C'est un garçon aussi qui connaît parfaitement le milieu. Donc, on ne lui a quand même pas confié, à ce que je vois, la tâche de conduire l'équipe, alors qu'à mon sens, il en avait tout à fait la capacité. Et bon, ce n'est pas que la donne change, la donne aura du mal à changer. Ce qui est vrai et ce qu'il faut dire avec beaucoup de force, c'est que le racisme, le football ne saurait être isolé du reste de la société française. Cette société, je l'ai dit, est assez discriminante. Elle est raciste aussi, dans un certain domaine. Mais il y a quand même un paradoxe. Quand on prend Marseille, oui. La ville où le lepénisme a le plus prospéré, là où on prévoit que... Le lepénisme, vous parlez de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Oui. Lors des prochaines consultations, le Front National pourrait faire un carton. C'est pourtant dans cette ville-là qu'on a confié à un Noir une des institutions les plus prisées, l'Olympique de Marseille. C'est donc à ce Noir assez qu'on a paradoxal, ouais. C'est assez paradoxal. La mission de conduire cette institution, l'Olympique de Marseille. Et aujourd'hui, quand je marche dans les rues de Marseille, je suis toujours l'objet de cette sympathie dont j'ai parlé en Afrique, de cette amitié dont j'ai parlé en Afrique, et sans doute aussi même de la part de certains électeurs du Front National. Donc, je crois que plutôt que de parler de racisme organique, il faut plus, et davantage parler peut-être, de circonstances, de promiscuité sociale qui finit par agacer une partie de la population qui, dans un vote protestataire, passe pour, je dirais, un électorat raciste, alors que fondamentalement, ça ne l'est pas. Puisqu'aujourd'hui, à Marseille, les gens ne me regardent pas comme un Noir à mettre de côté, mais simplement comme un citoyen marseillais. Pour revenir à Omar Daf, vous pensez donc que c'est un accident de parcours? C'est pas vraiment un choix des dirigeants socialiens? Omar Daf, de toute façon, les dirigeants socialiens étaient talonnés par les circonstances. Voilà que leur entraîneur Elie a donné sa démission. Voilà que l'équipe occupe une très peu de reluisante dernière place. Et voilà qu'il fallait, en toute état de cause, prendre des décisions. À partir de ce moment-là, Omar Daf, qui était déjà du staff technique, a été désigné pour conduire l'équipe lors des matchs qui allaient venir. 2 matchs, en fait, ont pu se dérouler sous sa direction. Mais il était évident que dans la tête des dirigeants socialiens, un entraîneur, en tout cas l'enrôlement, l'engagement d'un entraîneur autre qu'Omar Daf s'était imposé. Moi, en ce qui me concerne, je le redis, je le regrette, parce que je pense qu'Omar Daf avait en tout cas les capacités et les moyens aussi de démontrer que dans ce milieu-là, il avait sa place. Mais, une fois encore, je pense que les dirigeants français ne sont pas tout à fait prêts pour enjamber le pas et savoir que il y a aujourd'hui ces Noirs qui jouent dans le championnat de France. Quand on fait le recensement de tous ceux qui jouent dans le championnat de France, il y a quand même une proportion très importante de joueurs noirs. Bien sûr. Mais à la fin de leur carrière, oui, c'est vrai que là, on n'en veut plus, on ne les garde pas, à l'image de la société française. Tout simplement. Le problème des quotas qui avait soulevé l'équipe nationale, oui. Le français n'est rien d'autre qu'un problème qui découle de cet état de fait. Tout à fait. Pape Diouf, on va encore parler un tout petit peu de l'Olympique de Marseille. Durant ces 5 ans, vous avez mis l'OM sur de bons rails financièrement. L'OM a même commencé à respirer, mais vous n'avez rien gagné, Pape Diouf. C'est plutôt Jean-Claude Dacier et Didier Deschamps qui en ont tiré les marrons du feu. Est-ce que cela vous frustre? Quand on me dit ça, ça me fait plutôt sourire. Lorsque je suis arrivé à l'Olympique de Marseille, j'avais trouvé un déficit de 35 millions d'euros. Quand j'en suis reparti, j'ai laissé 40 millions dans les caisses. Je n'ai pas été chassé par des mauvais résultats, puisque j'ai replacé l'équipe quand même sur
sur les rails européens. Nous étions qualifiés pour la Champions League. Je n'ai pas été chassé par par une fronde populaire. Les gens m'ont tout à fait gardé leur confiance. Bien sûr. Et je n'ai pas eu non plus de problème, j'allais dire, des casseroles judiciaires. La dernière année que j'ai passée à la tête du club, nous avons terminé deuxième derrière une équipe de Bordeaux qui a sans doute joué, je dirais, un championnat, j'allais presque dire, irrationnel. D'autant que quand on regarde les joueurs qui avaient composé cette équipe de Bordeaux-là, la plupart de ces joueurs-là aujourd'hui, ils sont tous dans une sorte de creux de la vague. Mais est-ce que c'est pas frustrant pour vous de n'avoir rien gagné avec l'OM? Non, absolument pas. Parce que puisque j'ai laissé le club de toute façon sur des courbes ascendantes, et lorsque je suis allé engager Didier Deschamps, puisqu'il ne faut pas l'oublier quand même que c'est moi qui l'ai engagé, c'était pour lui dire l'année prochaine on doit nécessairement être champion. Voilà. Mettez Jean-Claude Dacier qui a gagné aujourd'hui et vous me mettez à côté de lui, mais vous verriez que les supporters de Marseille iront toujours, dans mon sens, ils iront toujours vers moi. Je crois que c'est ça qui est important. Je n'aurais jamais voulu laisser une noix creuse en partant. C'est quoi gagner quelque chose? Vous savez que l'année où on termine deuxième, l'Olympique de Marseille a eu plus de points pour le même nombre de matchs que l'année où il est champion. Comment, quand on joue la finale de la Coupe contre Sochaux, c'est nous qui menions jusqu'à quasiment la fin des prolongations. Et voilà que c'est au tir au but, au pénalty que nous avons perdu. Alors vous me dites, vous n'avez rien gagné. C'est pas un problème pour moi ça. L'essentiel était de laisser le club en très bonne santé. En très bonne santé. Un jour, vous pouvez revenir à l'OM, Pape Diouf? Oh, c'est pas d'actualité. C'est pas demain la veille. Je ne l'ai pas. Au jour d'aujourd'hui, je ne me réveille pas ce n'est pas le matin en me rasant, je ne suis pas en train de penser à mon retour à l'Olympique de Marseille. Je suis resté 5 ans, là où la durée de vie des présidents en règle générale était de 2 ans, 2 ans et demi. Vous savez, je n'ai pas du tout ni à être aigri, ni à être empressé de revenir aux affaires. Ce n'est pas du tout dans ma philosophie. Aujourd'hui, j'ai d'autres activités qui me donnent aussi beaucoup de satisfaction et je n'ai pas, je dirais, à réfléchir ou à penser comment et quand je reviendrai à la tête du club de Marseille. Pour finir, Pape Diouf, on va parler un peu du pays. Vous n'avez jamais pensé occuper un poste de responsabilité au Sénégal? Écoutez, on en a parlé. Certains ont évoqué cette possibilité-là, mais réfléchissons un peu ensemble. Allez-y. Je ne vis pas au Sénégal depuis tant d'années. Il y a au pays, me semble-t-il, des gens qui ont tout sacrifié parfois pour le sport, si on doit parler de sport, pour le sport. Des gens qui donnent de leur énergie, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur argent. Trouvez-vous normal, parce que Pape Diouf simplement a été le président de l'Olympique de Marseille, qui reviennent et qu'ils disent à tous, toutes ces bonnes volontés-là, qui ont été bénévoles, ne l'oublions pas, mais poussez-vous, D'Artagnan arrive. Je pense qu'il ne faut pas voir le problème de cet angle-là. Moi, la seule chose qui m'importe, c'est de rester acquis en toutes les de cause à mon pays, c'est de pouvoir échanger avec les dirigeants de mon pays à chaque fois que eux, ils en éprouvent le besoin. Ce n'est pas des conseils non plus que je veux leur donner, puisque je serais présomptueux de vouloir me présenter en conseiller ou en donneur de leçons. La seule chose qui m'apparaît, c'est que je peux avec eux échanger en fonction de l'expérience qui est la leur et de celle qui est la mienne. On essaie de voir où se trouve un périmètre commun pour essayer d'avancer ensemble. Vous ne voulez pas qu'on vous prenne comme un héros, c'est ça? Parce que je n'en suis pas un. Il ne faut quand même pas forcer les termes. Je ne suis pas un héros. Bien sûr. Un héros de quoi? Je suis le héros de rien, ni le héros de personne. Je pense, moi, j'ai beaucoup de respect et de considération pour les dirigeants africains de manière générale et les dirigeants sénégalais en particulier que je rencontre, que je vois, travailler dans des conditions extrêmement pénibles, extrêmement difficiles. Et je serais, je dirais, véritablement en dehors des clous, et si je devais venir en donnant de leçons ou en quelqu'un qui sait tout et qui peut tout. Est-ce qu'on vous a déjà fait la proposition? Peu importe. De toute façon, la proposition, évidemment qu'elle m'a été faite plus ou moins ici ou là, mais ça n'a jamais été de manière très formelle. Et puis très, très franchement, je ne vis pas au Sénégal. Je n'y vis pas depuis une quarantaine d'années maintenant. Alors je ne peux pas venir et je dirais prendre des responsabilités que d'autres, sans doute, méritent mieux que moi ou plus que moi, parce qu'eux, ils sont familiers aux problèmes qu'il faut résoudre. Mais c'est vrai, qui prévaut dans le contexte qui existe. Bon, je ne vois pas pourquoi, en quoi, je dirais,
j'aurai moins de prétentions pour venir occuper des postes de responsabilité au Sénégal. C'est vrai ce que vous dites là, Pape Diouf. On comprend que vous ne voulez pas gêner personne, mais est-ce que c'est quand même une possibilité? Après tout, vous êtes sénégalais vous aussi. Oui, je suis sénégalais, mais vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais ceux qui me connaissent très bien savent pertinemment que je n'ai jamais tourné le dos lorsqu'on a fait appel à moi. Oui. Et je suis en situation de dire facilement, sans déflorer des secrets, mais quand le grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, qui a été ministre récemment dans une réunion où je devais être, mais où malheureusement je n'ai pas pu me présenter, j'ai été représenté, lui-même il a rappelé, je dirais, que mes relations avec le Sénégal ne datent pas d'aujourd'hui et qu'à chaque fois qu'on a fait appel à moi, j'ai pu répondre. J'ai répondu. Donc oui, mais venir comme on le pense pour occuper un poste de responsabilité tout de suite comme ça, les choses ne se font pas aussi facilement ni aussi mécaniquement. Et à quand, par exemple, le retour aux sources, venir investir au Sénégal, comme vous l'avez fait, par exemple, à Marseille, Pape Diouf, avec Jean-Pierre Foucault, dans une école de journalisme et de communication? Est-ce qu'on peut s'attendre à cela? Si effectivement des circonstances se prêtaient à ce genre d'investissement-là et que je puisse effectivement le faire, c'est très volontiers que je le ferai. Oui, l'école de journalisme que nous avons créée, Jean-Pierre Foucault et moi-même à Marseille, participe, je dirais, de cet état d'esprit. C'est qu'à un moment donné, nous avons été approchés par un investisseur, lequel avait émis ce souhait-là. Nous l'avons suivi puisque le projet paraissait sérieux et répondait surtout à nos préoccupations. Ce n'est pas dans un restaurant ou dans une boîte de nuit que j'ai pu investir, mais je dirais simplement dans une école. Ça me paraît quand même, en tout cas, beaucoup plus en relation avec ma philosophie de vie que je dirais d'investir dans un restaurant, même si je trouve aussi tout à fait honorable de pouvoir investir dans un restaurant. Absolument. De le faire. Absolument. Pour ma part, j'ai préféré effectivement ce type d'investissement. Alors si demain, au Sénégal, une occasion de même nature se présentait et que je puisse avoir à côté de moi des partenaires dont le projet me paraît sérieux, oui, pourquoi pas. Enfin, Pape Diouf, un message pour tous ces jeunes qui voudraient vous ressembler au Sénégal et même en France. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes qui galèrent aujourd'hui? Moi, je pense que dans la vie, il est très difficile, je dirais, de dire qu'on veut ressembler à quelqu'un. On peut suivre peut-être un exemple. On peut être, guidé par la démarche de quelqu'un. Mais la seule chose que je peux dire aux uns et aux autres, c'est une démarche ne réussit que si elle repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est d'avoir une conviction. Avoir la conviction d'aller le plus loin possible, d'aller le plus haut possible dans les objectifs qu'on s'est fixés. Savoir que l'objectif est atteignable ou pas, savoir qu'un projet est bon ou pas. Un projet qui n'est pas bon, il n'est même pas recommandé de s'arrêter là-dessus. Donc, une conviction que ce qu'on veut faire est tout à fait faisable, même si c'est difficile. Ça me paraît être le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est d'avoir des principes de vie, mais les principes entendus comme notion qui a une contrepartie, puisque un principe qui n'a pas de contrepartie, ça reste un préjugé. Alors, la conviction, elle permet effectivement à quelqu'un d'aller le plus loin possible, et là, le principe permet à quelqu'un de conserver sa dignité. Voilà ce que je peux dire à un jeune qui viendrait me voir et qui souhaiterait, je dirais, marcher sur ce qu'on peut appeler mes pas. Pape Diouf, merci d'avoir accepté de vous exprimer sur RFM et dans RFM Week-end. C'était un immense plaisir. Merci. Le plaisir est partagé. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Salut.